Premier ministre adjoint, Steve Ovigadou, ministre du Logement et ministre du Tourisme, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Deger, Madame Florence Cossé-Tissier, ambassadrice de France. Là, c'est très bien qu'on mette une parenthèse tout de suite. On apprend à tout âge. Il faut toujours procéder quand il y a l'ambassadeur de France ou l'ambassadrice de France ou l'ambassadeur de l'Union européenne, celui qui a fait le plus longtemps au pays. Et pour couper la poire en deux, on a procédé, nous, par ordre alphabétique, ce qui arrange en fin de compte tout le monde. Nous accueillons aussi M. Kassam Youkim, ancien président de la République, ancien vice-président de la République, Raoul Bunden. Je n'ai pas encore vu M. Marlène Vayapouri, je ne sais pas s'il est arrivé. Je préfère dire, pour ne pas commettre d'impair, s'il n'est pas encore arrivé, il viendra. Je ne sais pas si le premier secrétaire de l'ambassade de Madagascar est arrivé. Il est là, en l'absence de son excellence ambassadeur, notre ami Carmical. Le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, Valadon Marimoutou, qui est là, vous accueille. C'est la première fois que vous venez à un lancement au NSC, c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Monsieur le Président des hôtels Indigo, Michel Despil, qui manifestement n'est pas là, mais qui est représenté ce soir par le directeur général de l'NSI, Julien Glin. Et puis tous les anciens ministres et députés qui sont là en ce moment, et ils sont nombreux parmi nous, et qui nous font l'honneur et l'amitié d'être présents cet après-midi. Le décor est planté. Jean-Claude Lestat nous a concocté une petite surprise cet après-midi avec son petit-fils, qui est grand maintenant, à qui il avait raconté l'histoire, raconté à mon petit-fils, vous vous souvenez de son livre d'histoire à l'époque, c'est Jérémie, qui est le fils de Nicolas et de Ariane de Lestat. Et cette surprise, c'est à partir d'un texte que Jean-Claude de Lestat a écrit en pastichant, entre guillemets, ma France de Ferrat. C'est Mon île que nous allons écouter avec beaucoup d'émotion cet après-midi. Allez-y. Depuis la mise en forêt de Valence en colline, du printemps suspendu à mon de raison, de ce que je suis à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écouter ta chanson. Et vous avez pu le constater que le texte est en parfait accord avec le contenu du livre que nous lançons cet après-midi, Terre, possession et dépossession. Je dois vous avouer que je quitte un peu ma zone de confort cet après-midi, parce qu'habituellement je ne suis que le majordome de service, en rien responsable de quoi que ce soit. Je ne fais que, comme à la radio, on passe des disques, une disque de mon départ, la chanson, comme ça. Aujourd'hui, je quitte ma zone de confort, justement, parce que Jean-Claude, personnellement, m'a demandé, en me faisant certainement l'amitié, de dire quelques mots sur son livre. Et c'est avec beaucoup d'empressement et beaucoup d'enthousiasme que je le fais.
vu le nombre d'années que nous connaissons. Terre, possession et dépossession, le livre de Jean-Claude Lestrade, préfacé par l'auteur Ananda Devi avec des images du photographe Pierre Argot, qui malheureusement n'est pas avec nous cet après-midi, se trouve à Rodrigue en train de faire des photos. Ce livre réunit toutes les conditions pour devenir, sans que cela ne soit un cliché, un best-seller et un ouvrage de référence. Tout d'abord, la forme. Une présentation de qualité des éditions Le Printemps. Nous saluons la présence de Ahmad Soliman parmi nous cet après-midi. Impression assurée par caractère. Et surtout de très belles photos de Pierre Argot, des photos aériennes de notaires, des champs de canne en toute saison, verdoyants, devenant blancs comme pratiquement un champ de blé en fleurs, souvent, calciné avec ces pyramides de pierre qui demeurent encore pour beaucoup d'étrangers et pour nous-mêmes un mystère. Il y a aussi notre terre de cette couleur, encore une belle attraction, et des champs de canne qui se confondent. On aura l'occasion tout à l'heure de voir quelques clichés avec le ciel pour n'en faire qu'un. Quelques mots sur Pierre Argot, même s'il n'est pas là ce soir, et peut-être inconnu de la très jeune génération, mais pas celle de la précédente. Je vois ses amis de longtemps dans la date, dont Richard, monsieur Monique qui est là, c'est très bien, nous avons grandi pratiquement ensemble. Donc cette nouvelle génération connaît Pierre Argot, cette génération de peintres, de plasticiens, de photographes. Il faut dire que Pierre Argot a été remarqué à l'époque, au début de l'expression de ses talents artistiques, par Siegfried Sammer, un Allemand, qui lui fit avoir une bourse pour l'Allemagne. Depuis, il n'a pas arrêté de peindre ou de faire des photos dans son atelier exigu dans un appartement aux arcades Senassi à Rosil dans les années 70. Il s'installe, je raccourcis un peu, il s'installe par la suite à Paris, mène une vie d'artiste avec sa femme Odile et obtient un contrat pour un grand reportage en Afrique, plus particulièrement au Sahel, pour le compte du prestigieux Géo Magazine, qui a fait, en fin de compte, sa réputation internationale. Parallèlement, il peint et s'impose aussi dans cette expression artistique, comme en témoignent ses nombreuses expositions, dont la dernière date de 2019 au Conan Art Center pour les 50 ans de sa carrière. Avec là, ces coïncidences dans la vie, avec justement avec cette coïncidence, une toile qui a été exposée grand format, intitulée Chagos, comme un cri pour dénoncer le démembrement de notre territoire par les Britanniques. Ce cas de dépossession, il faut le souligner, c'est un cas de dépossession historique dont tout un peuple a été victime dans son déplacement, c'est un euphémisme, disons la déportation des Chagossiens et en fin de compte de leur génocide. C'est dire que Jean-Claude Lestrade a eu la main heureuse en choisissant Pierre Argot pour illustrer son livre. Il partage en quelque sorte le même patrimoine de sensibilité. Ensuite, une caution supplémentaire, on en a l'habitude un peu, c'est-à-dire la préface de Ananda Devi, écrivaine de réputation internationale, dont l'appartenance et la pertinence des propos ne souffrent d'aucune contestation quand vous aurez lu la préface qu'elle a consacrée à ce livre. Même si ces propos disent encore une fois des évidences qui, il faut le dire, rendent toujours frileux les politiques, les contraignant souvent à ce que j'appelle, on a vu ça dans le passé, pas très lointain, même assez lointain, à ce qu'on appelle une contraction historique
ou à une adéquation de deux événements vécus différemment, celle au-delà des années, presque un siècle de différence, de faire l'amalgame, par exemple, entre l'esclavage et l'engagisme. Qui mieux que peut-être Mme Zambéry aurait pu dire ça dans ces mots-là, et de manière aussi cache. Cela dit, la préface donne la coloration de l'ouvrage et balise le champ de la réflexion de l'auteur, non sans émotion, de la poétesse et de la romancière qu'elle est, ce qui fait d'elle souvent une écorchée vive. Ensuite, l'ouvrage lui-même, dont le titre antinomique « Possession et dépossession » est l'illustration même de cette saga des terres. Ces terres qui racontent surtout une histoire douloureuse, ces terres distribuées tout au début de la colonisation, terres nourricières, certes, mais mères de toutes les souffrances, ces terres repues de sang des esclaves et de la sueur des engagés. C'est bien la différence. Ces terres de tous les soubresauts, ces terres des inégalités créées, des frustrations engendrées, des jalousies suscitées et d'âpres combats politiques menés au fil des années. Ces terres de toutes les convoitises, de tous les conflits, ces terres souvent entre l'État et le privé, régulièrement, tout au long de notre histoire. Et nous nous réjouissons de la présence du ministre parmi nous cet après-midi, parce que, comme nous allons voir dans un chapitre concernant la commission Justice et Vérité, souvent la commission botte en touche, mais botte en direction forcément du ministre qui, supposément, devrait avoir toutes les solutions. C'est toutefois dans la dernière partie de son ouvrage que Jean-Claude Delestrat, cette partie intitulée « Les dépossédés de la terre », qu'il analyse toute la complexité de la situation des revendications, surtout à partir des recommandations, justement, de la commission Justice et Vérité, instituée, comme vous le savez, en 2009, avec un rapport publié en 2011, souvent perdu dans les méandres de l'histoire, dans une forêt aussi juridique et incapable souvent de trancher dans le vif tellement d'éléments à prendre en considération. Car souvent, et là, on ne devient pas populaire avec ce genre de phrase, certains qui prétendent avoir été dépossédés ne sont en fait que des faux prétendants, des prédateurs professionnels avec la complicité de notaires et d'hommes de loi véreux qui veulent, à partir de faux documents, faire main basse sur la terre qui ne leur appartient pas. Ce n'est pas le mot, c'est la commission qui arrive souvent à cette conclusion et que Jean-Claude Delestrat reprend dans le livre avec beaucoup de courage. Et puis, comment ne pas lire attentivement l'épilogue où l'auteur quitte le domaine des faits historiques, qui sont le socle de sa réflexion. Bref, quand il quitte lui aussi sa zone de confort, pour exprimer, comme il en a l'habitude dans ses éditoriaux, pour ne pas rester dans l'indifférence du constat, quand il exprime surtout ses convictions profondes devant les inégalités nées de la répartition inégale des terres. Et cette répartition inégale, porteuse, comme vous pouvez le deviner, de toutes les turbulences depuis longtemps, comme on dit chez nous, depuis Andjalé jusqu'à nos jours. Cette histoire de la terre qu'il raconte épouse d'abord les contours de notre histoire politique, ou du moins de l'histoire de notre évolution politique. Une histoire souvent écrite, malheureusement, pour les besoins de la politique, à l'encre manichéenne, pour renvoyer de manière commode, dos à dos, possédants blancs et dépossédés noirs, afin qu'on puisse faire l'impasse dans les manuels d'histoire encore non écrits de toute cette zone grise qu'il faudra impérativement colorier dans le mélange voulu par l'histoire et non par des hagiographes
ou des agents politiques. Sur cette partie du livre, justement, où les opinions sont exprimées avec force, avec conviction, dans un style rigoureux et très clinique, il faut le dire, qui mieux que Jean-Claude de Lestrac aurait pu mettre cette saga dans sa perspective historique et politique. Il y prétend pour 3 raisons, ou du moins je lui prête cette triple prétention. Il va me le rendre. D'abord, un passionné d'histoire qu'il est, sans être historien. Il a écrit plusieurs livres sur notre histoire, dont un, comme on en a parlé au début de cette cérémonie, à l'intention de son petit-fils Jérémie. Passionné d'histoire, il a écrit plusieurs livres par la suite, que je vous conseille fortement de lire. Ensuite, en tant que journaliste, il en a été un témoin privilégié de tous ces événements qui se sont succédés et bousculés au fil des années. Et enfin, militant entre guillemets, il a été de tous les combats jusqu'en 1994. Et en dernier lieu, je lui prête aussi une double qualité supplémentaire, ce qui n'est qu'un bonus, que seule l'expérience et le grand âge confèrent, le recul et le courage de dire ce qui doit être dit sans rien attendre en retour, si ce n'est la reconnaissance d'avoir accompli un devoir de mérite. J'ai dit. Jean-Claude aussi, c'est lui qui a organisé le menu de ce soir, a voulu une lecture des extraits de son livre, dont la préface et l'épilogue. Et ce sera Géraldine Boulle qui va nous lire un extrait de cette préface. Quelques mots sur Géraldine, que tout le monde connaît. Elle a été dans l'hôtellerie pendant de nombreuses années, il a pris sa retraite, sauf qu'elle a été comédienne depuis l'âge de 18 ans. Depuis 72, 73, 74, elle a joué dans plusieurs pièces organisées dans le cadre du Youth Drama Festival. Et sa dernière prestation a été dans Les Justes de Camus, tout récemment. Et il y a toujours des coïncidences. Il y a toujours une corrélation entre les événements, souvent. Ananda Devi a écrit la préface, et Géraldine a joué dans Les Enfants de Trumaro de Ananda Devi il y a quelque temps de cela. Je crois que c'est encore une fois une très belle coïncidence. J'invite Géraldine à venir lire l'extrait de la préface. Terre inusable. La terre, comme le ciel, est inusable. C'est une citation de Christian Bobin. Nous sommes un pays sans fondement. Un pays sans questionnement est un pays sans fondement. Un pays sans fondement est un pays qui pourrait, du jour au lendemain, être englouti par les eaux, ou par une fracture terrestre, ou par sa propre dévoration sociale. Un pays englouti est un pays qui n'existe pas. Un pays disparu, comme trop souvent ont disparu les peuples. La disparition
Voilà le sujet de ce livre important, des mémoires, des droits, des vies, et dans le silence des tombes oubliées, des noms, des yeux, des rires, des souffrances. Plus qu'une disparition, l'oubli est un anéantissement volontaire. L'histoire de notre pays est une histoire tronquée. De qui se souvient-on? Quels noms ont survécu au temps? Quels noms ont été délibérément rayés afin que rien n'en demeure? Et dans ce silence, ce vide, cette absence, quelle part des êtres a été massacrée en même temps que leur dignité et leur résilience? L'histoire des pays n'est pas seulement l'histoire des peuples, des conquêtes et des migrations. C'est aussi celle des terres. À Maurice, il est principalement celle de la terre. C'est pour cela qu'ils se sont tant acharnés, ces premiers colons français, officiers, soldats, marins, paysans, ouvriers, négociants et autres aventuriers, à obtenir un rendement de ce point minuscule sur la carte. Malgré les conditions terribles, les cyclones, les insectes, les maladies, le manque de temps. Mais faudrait-il pour autant oublier ceux qui ont travaillé, non à leur côté, mais pour eux, sous eux, ceux qui ont véritablement fait fructifier la terre, ceux qui sans rien, rien de tout cela n'aurait été possible. Les premiers et les derniers, puisque c'est ainsi qu'on les a traités. Car ce petit caillou, né des activités sismiques de l'océan Indien, ce roc où nous sommes nés et qui nous a façonnés, nous, Mauriciens, n'aurait pas existé sans l'abomination de l'esclavage, sans ce cheptel humain amené là par l'expansion économique et politique du territoire colonial. Vous et moi n'aurions pas été les premiers et les derniers. Cette histoire de la terre, de notre terre, racontée par Jean-Claude de Lestrac, puisant dans des sources avérées, est le fruit d'une recherche assidue et exigeante, d'un travail jusqu'ici sans doute jamais entrepris. Le monde brûle aujourd'hui des séquelles de la colonisation et du libéralisme forcené qui ont bradé les terres et les hommes.
Ce monde en déroute, en dérive, chaque pays emporte la charge et l'origine. Poursuivre cette route sans réflexion, sans considérer une autre voie, sans tenter de briser une chaîne qui nous transforme tous en esclaves de nos besoins. C'est nier notre devoir d'homme, notre responsabilité humaine. Le livre de Jean-Claude de Lestrac nous invite à comprendre et à chercher ensemble une autre solution. Il creuse dans notre passé pour nous amener à réfléchir à notre avenir, l'avenir d'une île, d'un pays, d'un peuple. Alors, toi, mon pareil, mon frère, toi qui entres dans ce livre pour tenter de comprendre la souffrance originelle de ton pays, avant d'en passer le seuil, abandonne tes œillères, quelles qu'elles soient. Défais-toi de toute identité. Entre libre et neuf dans ton histoire, l'histoire de ta terre. Parce que la justice ne doit pas être un vain mot. Nous remercions Géraldine Boule pour cette lecture, un extrait de la préface de Ananda Devi. Nous avons le plaisir maintenant d'avoir parmi nous ce soir Dr Avinash Manohar, qui n'est pas totalement inconnu du monde politique. Ah ben parce qu'il était à Kirby lui aussi. Oh, j'ai oublié. Il était candidat à Kirby pour les dernières élections contre Steve Oliver. Nous avons vraiment une belle coïncidence, ça n'était pas prévu du tout qu'il se retrouve sur la même table aujourd'hui. Mais je connais assez Steve Oliver pour savoir qu'au-delà de la politique, il y a des liens forts qui restent et qui sont ténus, comme dirait l'autre. Alors, Avinash, c'est très bon de décliner un peu ses grades et qualités. Docteur en philosophie politique pour la thèse doctorale intitulée « Le multiculturalisme à Maurice, racisme colonial ». Donc bien, c'est une des préoccupations du livre, forcément. Bachelor système et axiomatique postcoloniale. C'est une thèse qu'il a soutenue avec les félicitations du jury et un avis de publication le 7 février 2020 à l'Université de Paris-Sorbonne, Cité Paris, France. Il détient aussi un master en philosophie et critique contemporaine de la culture, avec mention très bien à l'Université Paris 8, Vincennes, Saint-Denis, Paris-France. Et puis, accessoirement, je vais assez vite, BA Honors en philosophie à York University au Canada. Et il est actuellement Managing Partner à Artesias Conseil depuis juillet 2020. Artesias Conseil est un cabinet spécialisé en conseil et négociation pour les marchés publics. Peut-être intéresserait le ministre à la même table. Avinash va nous faire, il a choisi un extrait de l'épilogue du livre, et en même temps, comme il porte plusieurs casquettes, Jean-Claude de Lestrac lui a demandé de donner son opinion sur le livre en question,
Et là, j'ai eu l'occasion de lire le texte, un texte docte, un texte savant, justement, qui analyse, encore une fois, toutes les complexités entre les hommes et la terre. Et je crois que je ne pourrais pas faire mieux que lui en ce moment. Arinas. Merci Philippe. Bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord vous remercier Jean-Claude pour cette invitation et pour l'honneur que vous me faites de lire un extrait de cet important livre. Vous y confrontez une problématique qui me semble d'une importance et d'une actualité très pertinente dans notre pays, à ce moment précis de son histoire. Vous vous êtes décrit vous-même comme un raconteur d'histoire et non un historien lorsque nous nous sommes parlé au téléphone pour préparer cette petite présentation. Il est vrai que cet ouvrage se lie à la manière d'une histoire qui nous est contée, bien que méthodologiquement très rigoureuse, ce qui relève d'une approche rafraîchissante et nécessaire, selon moi. Rafraîchissante car elle rend votre livre très accessible et pédagogique pour tout un chacun. Nécessaire car il est important, pour approcher un sujet aussi grave, de pouvoir parler au lecteur de manière simple et directe, sans jargon scientifique et philosophique qui viendrait obstruer l'objectif de cet ouvrage, qui est selon moi de produire un réveil des consciences. Vous nous livrez ainsi un voyage à travers une histoire de la Terre, à travers des histoires de la Terre, pour être plus précis. Et des histoires de la Terre qui tracent une ligne entre des approches qui peuvent sembler contradictoires, mais que vous faites tenir comme un ensemble cohérent et qui permet au lecteur de produire un sens renouvelé de la compréhension de sa propre histoire. C'est là, je crois, tout l'art du raconteur d'histoire que vous êtes, et toute la force de ce livre, dont l'une des originalités est de considérer le lien entre la Terre et les hommes comme un lien anthropologique, un lien culturel, un lien qui passe par des imaginaires ancestraux, un lien mystique même parfois. Une somme de liens qui sont aussi multiples que la multiplicité qui compose la population de notre pays. De ce point de vue, vous augmentez savamment une approche qui aurait pu être purement historique et économique, de dimensions qui permettent au lecteur un travail aussi bien de la conscience, mais également de l'inconscient, et notamment de l'inconscient collectif, c'est-à-dire de toute cette dimension où les non-dits façonnent de manière tout aussi profonde la conscience collective d'un peuple. Nous savons que les théories politiques de la pensée moderne accordent une place particulière au lien entre l'émergence d'une conscience nationale et la terre, le lien entre la terre et le peuple, si vous préférez, et en particulier ce lien entre terre et peuple dans la constitution d'une souveraineté politique, d'un droit national et d'un système économique. Or, il me semble que cette problématique prend chez nous à Maurice une autre dimension, pour la simple raison que nous ne sommes pas ici dans un lien mythique et mythologique avec notre terre. Ce point me semble extrêmement important, car notre problème fondamental à Maurice n'est pas, et je crois profondément qu'il ne sera jamais, celui de la reconstitution d'un modèle de société ancestrale fondé dans des mythes originaires. L'histoire de Maurice, de ce point de vue, n'est pas celle d'un peuple ancestral, mais bien plutôt celle d'une terre peuplée, au fur et à mesure des histoires coloniales, par une multitude dont le destin politique est de se constituer en un peuple et en une nation. Ce que vous avez vous-même appelé les enfants de mille races dans un précédent ouvrage. Et la raison politique qui découle de cela prend clairement la forme d'une gouvernementalité, d'un art de gouverner multiculturel, fondé dans l'impératif d'un projet de paix perpétuel. Mais voyez-vous, il n'y a point de paix sans justice. Et il n'y a pas de justice possible sans savoir, sans connaissance. Et sans savoir et sans connaissance de ce que nous sommes et de ce qui nous a constitués. Au fil de mes humbles recherches, dont l'objectif était de tenter de dégager une structure qui permettrait de penser les liens de causalité entre notre système politique, la constitution de l'économie politique et la construction de l'État postcolonial de l'île Maurice indépendante, je me suis toujours confronté à un manque, qui est un manque que tout chercheur qui s'intéresse aux études mauriciennes fait face. Ce manque, c'est
le fait qu'une histoire de la constitution du capitalisme et de la propriété privée à Maurice n'a jamais été entièrement réalisée. Il y a bien des efforts théoriques importants qui nous ont donné des histoires d'émigrations économiques, ou encore des histoires de la constitution de l'industrie sucrière. Mais une histoire avec un grand H de la constitution du capital colonial et post-colonial et son rôle dans la composition des rapports de pouvoir de l'île Maurice indépendante reste un manque flagrant à toute approche sérieuse des études mauriciennes. Ceci pourrait expliquer que nous avons jusqu'à présent eu un peu trop tendance à nous concentrer que sur nos origines et nos identités multiples. La politique à Maurice relevant beaucoup trop souvent d'une anthropologie culturelle qu'une approche proprement ancrée dans l'économie politique, ce qui pourrait renouveler d'une certaine manière notre appréhension même de la chose politique et du politique à Maurice. Il y a pour moi tout un domaine de recherche à combler, tout un savoir à produire. Ce savoir est déjà, au fond, intimement en nous, comme un inconscient qu'il faudrait faire jaillir à la surface, puisque ce savoir est entièrement constitutif de notre identité nationale. Mais il appartient aux chercheurs, à l'historien, à l'écrivain, au poète et à l'artiste de faire passer ce savoir à la conscience. C'est ce mouvement de l'inconscient, du non-dit, vers la conscience et vers le développement de discursivités qui permettent de dire la violence et de dire les injustices, qui permet d'élargir le carcan du débat public et l'espace de la construction politique à des enjeux qui sont plus que jamais urgents. L'un de ces enjeux, justement, est la constitution des rapports de pouvoir de l'économie politique à Maurice. Et la problématique de la possession et de la dépossession des terres y trouve une place importante, puisque beaucoup de nos concitoyens subissent aujourd'hui les effets socio-économiques de ces traumatismes historiques. Votre livre, mon cher Jean-Claude, a l'ambition d'ouvrir cette porte. Il voudrait nous inviter à une confrontation avec nous-mêmes. Je me permets ici de saluer le courage que vous avez eu de l'écrire et de le publier. Je voudrais également souligner la pertinence de la problématique des terres dans tout effort politique et idéologique d'une modernisation de notre système politique et dans l'objectif d'un processus de réparation, dans le processus d'une repossession de soi après la dépossession. Ce terme, dépossession, qui est dans le titre de votre livre, ayant également un sens tout particulier dans les discursivités décrivant les expériences coloniales des dominés de l'histoire. Et enfin, je voudrais également souligner à quel point votre livre nous met en face de ce que le grand historien des sciences, Gaston Bachelard, nommait les expériences limites. Une expérience limite, au sens de Bachelard, relève de toutes les extériorités à un système. Une expérience limite relève de la confrontation constante entre une compréhension hégémonique de la rationalité, avec des rationalités différentes, alternatives. Une expérience limite est comme un point de bascule, une fissure, une fragilité dans un système. Une expérience limite renvoie par exemple à tous ces domaines où un système politique, un système juridique ou un système institutionnel ne fonctionne plus tout à fait, où les institutions se retrouvent en face d'une limite, d'une impossibilité même par rapport à leur propre capacité d'action, et qui les impose une évolution, une rectification, une remise en question. Je pense que la question de la propriété privée, et en particulier la question de la possession et de la dépossession des terres, nous donne accès à des expériences limites qu'il faut prendre très au sérieux à Maurice. Elle nous donne accès à des expériences limites car elles démontrent une limite du contrat social qui constitue le socle idéologique du politique dans l'île Maurice de l'après 1968. Elle représente un point de bascule où la logique universaliste de l'inclusion et de l'accès à la dignité qui se trouvent au cœur de notre contrat social ne fonctionne plus tout à fait comme il devrait. Elle met la République en face d'un impératif de rectification, de réparation et de justice. Elle met la République en face d'un devoir d'inclusion et d'égalité. Voilà, Jean-Claude, en quelques mots, ce que j'ai ressenti en lisant votre livre. Ce dernier s'inscrit dans un effort que nous devons toujours renouveler pour nous confronter à notre passé et à l'impératif d'avoir pour horizon politique, social, économique et culturel le désir de justice. Comme le disait si bien Jacques Derrida, la demande de l'autre
qui est parfois muette, qui est parfois insupportable aussi, n'est jamais seulement une imploration ou une revendication. La demande de l'autre est aussi une figure du politique et de la loi qui exige la justice. Et la justice se doit toujours d'être infinie, antérieure à tout présent, plus ancienne que la mémoire même, et se présentant toujours comme la possibilité qu'un autre monde et qu'un autre destin commun est possible. Je vais donc vous lire les quelques paragraphes de l'épilogue que Jean-Claude a lui-même choisi, sans la verve de madame, je m'en excuse par avance. C'est une belle et bien triste histoire que celle du rapport des Mauriciens à la terre. Elle dit combien sa possession, son occupation, son exploitation, ses exclusions ont fondé, depuis le début du peuplement de l'île, l'identité de sa nation. L'île est née de la distribution des terres concédées à ses premiers occupants pendant la colonisation française. Une société s'est construite autour de l'appropriation graduelle de ces terres par ses habitants, anciens et nouveaux, mais pas par tous. L'adage veut que nous soyons tous égaux parce que nous avons un accès égal à la terre. Il ne s'est pas vérifié sur cette île. La répartition très inégale des terres tout au long de notre histoire est la principale raison, aujourd'hui encore, des profondes inégalités de notre société. Ces inégalités de propriété, du point de vue anthropologique, est cause d'un profond traumatisme. Inscrite dans l'histoire des sociétés anciennes, dans la vieille paysannerie d'Europe, comme dans les tribus africaines et indiennes, la terre a toujours été vue comme un patrimoine commun. Et même lorsqu'un paysan en possédait une parcelle, il n'était considéré que comme un utilisateur d'un bien appartenant à la communauté. Le propriétaire ne l'était vraiment que le temps de la récolte. Ensuite, la terre redevenait accessible à tous les membres de la communauté. Des Mauriciens, héritiers de cette culture demeurée vivante dans leur psyché, ressentent toujours comme une injustice le difficile accès aux terres. C'est pourquoi, malgré leur dénuement et des conditions de vie extrêmement pénibles, ceux qui l'ont pu, les immigrés indiens engagés dans une industrie sucrière physiocratique, ont fait de la possession de la terre la priorité absolue de leur nouvelle vie, au prix de grands sacrifices. C'est une fabuleuse histoire que celle de l'appropriation, en peu de temps, de près de la moitié des terres cultivables du nouveau pays par ces laboureurs démunis venus des collines du Bihar. C'est une autre histoire que celle des déracinés d'Afrique et de Madagascar, longtemps privés du droit à la propriété parce que noirs, et qui en subissent aujourd'hui encore les séquelles dans une indifférence politico-institutionnelle presque génocidaire. C'est sans doute aussi pourquoi les esclaves libérés, à nouveau déracinés, cette fois des terres qu'ils occupaient dans les champs sucriers, ont squatté les terrains libres qu'ils trouvaient un peu partout dans l'île lors de leur errance forcée. Je vous remercie. Merci Avinash Manoir pour cet exposé, pour la lecture de cet extrait de l'épilogue. Pour ceux que ça intéresse, accessoirement, Avinash Manoir sera le conférencier à table avec en février prochain. Donc rendez-vous est pris, sera à partir une thèse sociologique bien évidemment, à partir de la mort de Kaya, pas nécessairement sur la mort de Kaya, mais tous les événements entourant cette tragédie, vue un peu à sa manière. Donc, Bruno Albin commence à prendre des notes, c'est pour février, on a de la marge. Nous appelons maintenant Ahmad Salimani des éditions Le Printemps, qui a été un peu le maître d'œuvre en termes de présentation de ce bel ouvrage. Ahmad. Merci Brunet. Excellence, ambassadrice de France, distingués invités,
le Premier ministre adjoint, Stéphane Guillaume, ami de très très longtemps, très cher. Merci pour votre présence. Je vais être très bref. Moi, gentiment, demander de dire quelques mots au nom de l'éditeur. Je crois que vous savez très bien qu'un livre a besoin d'un éditeur. Je ne suis pas contre d'auteur, non, mais je pense que la présence d'un éditeur pour un livre est très important, et même si c'est moins sollicité de nos jours. 2 ans après la sortie de son ouvrage Ennemi intime, qui s'appelait au départ Frères ennemis, parce que jour pour jour, nous voilà réunis pour le lancement du nouveau Jean-Claude de Lestat à ce même endroit qui est devenu au fil du temps presque un temple de la culture, cela grâce à son directeur, M. Julien Glan, ici présent. Nous sommes réunis pour le lancement d'un ouvrage remarquable qui fera date et honneur à notre République. Alors que nous sommes dans une période de transition où l'île se développe à grande vitesse, côté infrastructure, métrologie, etc., je pense qu'il faut plus que jamais garder et préserver l'esprit de nos racines. Car passé et avenir sont profondément liés. Terre, possession et dépossession nous démontrent cette partie sombre, je dirais même tragique, de notre histoire qui a toujours été négligée, cachée et jamais enseignée à l'école. L'histoire de l'esclavage est une histoire sans archives, pas de traces écrites ou si peu, d'où la nécessité de ce livre. Terre, possession et dépossession est un ouvrage de référence, un précieux beau livre à offrir pour les fêtes fin d'année. Un précieux beau livre qui a exigé un travail de recherche profond et très complexe de la part de l'auteur. Nous vous présentons là une version cartonnée de plus de 250 pages, imprimée sur du papier couché mat, 115 grammes, au prix abordable de 850 roupies. Tirage, 1000 exemplaires. J'espère que, comme a dit Finlay, le livre va se vendre, parce que pour un éditeur, c'est très important. Très important. Si on fait un livre et on n'arrive pas à le vendre, nous avons produit Ennemi intime il y a 2 ans de cela, comme je l'ai dit au départ. Nous avons sorti 3000 exemplaires. À ce jour, il nous en reste encore. On n'a pas épuisé la première impression. Donc, pour nous, c'est capital pour un éditeur. Donc, je disais, un tirage de 1000 exemplaires, car à terre, notre imprimeur a fait un très beau travail. Je salue son directeur et Patrick Olivier. Et je salue aussi mon équipe, ma fille Jasmine Suleiman, et aussi bien Gayatri Ramon, qui a fait un travail de qualité, un travail formidable accompli au sein de l'édition. Jean-Claude de Lestat a publié chez Le Printemps plusieurs ouvrages, traduits en différentes langues. La liste est un peu longue, mais je peux vous citer des histoires, Passion politique, Ennemi intime, et il y a eu l'humoriste raconté à mes petits-enfants en 4 langues.
quand même. Diego, qui a été traduit en anglais, à la demande de plusieurs personnes. Vu son parcours extraordinaire, l'auteur, ancien maire, ancien ministre, secrétaire général de COI, rédacteur en chef, fin intellectuel et observateur politique, je pense qu'il devait s'occuper d'autres activités un peu plus responsables dans l'arène politique. C'est mon opinion. Hein. Je m'engage. Parce que moi je pense qu'on a un lien avec l'auteur qui date de... Vous savez, quiconque, comme éditeur, aurait bien aimé avoir Jean-Claude comme auteur. Et j'ai ce privilège et j'en abuse un peu sur la capacité, peut-être politiquement parlant, mais ça vient du cœur. J'ai été même censuré par M. Félix Salès. Ça c'est une autre histoire, mais je vous remercie tous d'être présents et j'espère que ce livre verra une réimpression incessante. Merci. Je n'ai jamais archivé les ciseaux d'Anastasia, comme vous le savez, d'autant plus que c'est moi qui ai subi beaucoup de censure dans ma vie intérieure. C'était une phrase que j'avais estimée maladroite par rapport à... qui aurait gêné Jean-Claude, parce qu'il avait souhaité que Jean-Claude redevienne président de la République. Voilà la phrase qui a fait polémique à un certain moment. En présence de casseurs multiples, ça aurait été vraiment inélégant, quoique. Non, il verrait que je devienne président de la République. Enfin, chacun sa passion. Hein. Bon, passons. Nous appelons Monsieur le ministre, le Premier ministre adjoint, Steven Obigadou, qui aura la tâche aisée ce soir, je crois, compte tenu de ce qu'il sait de ce dossier qu'il a hérité forcément. Tout de suite, Steve. Merci Finlay. Jean-Claude Delestrac et Solange, Excellence du corps diplomatique, distingués invités, il y en a, Mesdames et Messieurs, chers amis, lorsque mon vieil ami Jean-Claude Delestrac m'a téléphoné en fin de semaine, la semaine dernière, jeudi je crois, et qu'il m'a demandé de venir vous adresser quelques mots, et qu'il m'ait fait parvenir vendredi après-midi un exemplaire de son dernier ouvrage, j'avais prévenu qu'il me serait évidemment impossible de parcourir tout le livre durant le week-end et vous en offrir une analyse fouillée, travaillée, un texte savant comme l'a fait mon ami Avinash Manoa avant moi. C'est donc bien plus un témoignage d'amitié que je viens vous livrer en quelques mots. Je suis passé par le bureau juste avant d'arriver, là, une demi-heure avant, griffonner quelques notes. Donc le texte n'a pas été visé par Finlay. Alors, que vous dire de ce que vient de nous produire Jean-Claude Delestrac? D'abord, l'ouvrage, eh bien, que vous dire d'un texte que je n'ai pas vraiment lu?
je me fie à votre indulgence, d'autant plus que cela signifie que je ne vais pas être très long, du moins, je l'espère. Ce que j'ai fait, comme l'a conseillé Jean-Claude vendredi, c'est de parcourir cet après-midi rapidement la préface percutante d'Ananda Devi, qui interpelle parce que, comme le dit-elle, la justice ne doit pas être un vain mot. Et j'ai aussi parcouru rapidement l'épilogue de Jean-Claude, dont Avinash nous a lu tout à l'heure un extrait, et qui évoque des pistes intellectuelles de recherche à poursuivre, mais plus encore constitue, à mon avis, en mon sens, un appel à agir face aux injustices multiples léguées par l'histoire de la propriété foncière anglaise. Alors, l'ouvrage, évidemment, fait œuvre pédagogique, puisque c'est l'histoire économique et sociale de notre pays que nous compte bien entendu Jean-Claude, même si, évidemment, l'on ne peut dissocier l'histoire de la propriété foncière, celle de la possession et de la dépossession, comme il le dit si bien, de l'histoire politique. C'est donc ce que fait Jean-Claude en nous rappelant les décisions, en nous rappelant l'histoire politique sur toutes ces dernières années, qu'il fait avec force détail, en attirant notre attention sur les décisions se rapportant au terre. Je pense qu'il n'est nul besoin d'être féru des sciences sociales pour comprendre que la propriété et la non-propriété des terres définit le profil social d'un pays. Et les rapports entre classe sociale et entre immigrants, groupes d'immigrants, issus d'horizons divers et qui sont arrivés à différents moments de notre histoire à Maurice. Donc, en cela, cet ouvrage va intéresser les passionnés d'histoire, bien évidemment, les observateurs sociaux, mais aussi tout citoyen soucieux de comprendre. De comprendre. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de la genèse de cet ouvrage, du projet de Jean-Claude. Il m'en avait parlé, je pense que c'était fin 2019. Je venais d'arriver au ministère du Logement et des Terres. Jean-Claude s'était senti interpellé par une grève de la faim, ou était-ce une allusion à une grève de la faim? C'était une grève de la faim, entreprise par M. Harmon et ses amis, liés au rapport de la commission Justice et Vérité. Et Jean-Claude a eu l'envie de comprendre. Il m'a rapporté qu'il en avait discuté avec notre ami commun, notre vieil ami commun Jacques Islal, qui avait soutenu les grévistes de la faim. Et c'est là tout Jean-Claude, cette soif de comprendre, cette soif de connaissance, mais pas de n'importe lesquelles, et pas de n'importe quelle connaissance communiquée n'importe comment, mais d'une passion du vrai, qui a toujours poussé Jean-Claude à fouiller, à interroger, à s'interroger. Et puis, dès lors qu'il arrive à trouver ce qu'il recherche, il ne le garde pas pour son ego, pour son plaisir personnel, mais il cherche toujours à le communiquer, à partager ce qu'il a découvert, à susciter d'autres, à réfléchir à partir de ce que lui a appris. Et nous voilà arrivés à l'auteur, à Jean-Claude de Lestrac. Moi, j'ai connu Jean-Claude dans les années 70, jeune adolescent, peut-être enfant. Jean-Claude était un ami de la famille, donc il venait souvent chez nous. Et puis à partir de là, au collège, je lisais Jean-Claude. Jean-Claude était déjà, il n'avait pas 30 ans, je m'imagine, à l'époque. Il était déjà rédacteur en chef adjoint du principal quotidien du pays.
Donc un jour, des éditos, l'autre jour, les dossiers. Tu sais que je me souviens encore de ce dossier. Tu étais alors passionné de relations internationales. Tu l'es toujours, sans doute. Et il nous avait produit un dossier sur l'OUA, c'est ainsi que ça s'appelait à l'époque l'Union africaine. Je pense qu'il y avait une conférence quelconque à Maurice. Nous sommes au milieu des années 70. Voilà. Voilà. Donc Jean-Claude, c'était cela. Quelqu'un qui fouillait, qui s'interrogeait, qui interrogeait les autres, qui cherchait à découvrir, à expliquer et puis à partager. Donc à l'époque, il le faisait en tant que journaliste et il nourrissait de connaissances et poussait à la réflexion, non seulement ceux de ma génération, mais tous les citoyens de tout âge et de tout bord. C'était Jean-Claude de Lestrac et plus tard, donc il a toujours été ainsi, un esprit empreint de curiosité, couplé d'une plume incisive et débouchant sur une écriture dynamique, qui instruit et qui interpelle en même temps. Et puis plus tard, le journaliste accompli, le militant politique, l'homme d'État, se fait conteur d'histoire avec un H majuscule, bien entendu, et qui nous livre en 2002, il me le rappelait tout à l'heure, son premier ouvrage, Enfants de Mirasse, et je ne suis pas peu fier d'avoir été associé au lancement de cet ouvrage alors que j'étais ministre de l'Éducation nationale à l'époque. Et voilà, ce qui, une vingtaine d'années plus tard, nous donne l'ouvrage qui vous est présenté aujourd'hui. Je vous parle de cet ouvrage que je n'ai pas vraiment lu, mais heureusement pour moi, vous non plus, je pense. Vous n'avez pas lu, c'est aujourd'hui que vous allez en obtenir un exemplaire. Donc, alors, vous allez lire cet ouvrage. Jean-Claude termine le dernier chapitre, avant l'épilogue, en nous parlant de la commission Justice et Vérité, en nous disant que certains craignent que ce soit un éléphant blanc, que certains craignent, appréhendent le fait que la Land Division ne demeure qu'une vaine promesse électorale. Eh bien, Jean-Claude, non, depuis que tu as terminé l'écriture, on a progressé. Tu seras heureux d'apprendre que l'Affidavit of Prescriptions Act a été amendé, de sorte qu'aujourd'hui, prescrire la terre d'autrui, prescrire toute terre à Maurice est devenu quasiment impossible. Tu seras heureux d'apprendre aussi, Jean-Claude, et ça tu le sais déjà, que nous avons voté le Land Division de la Cour suprême il y a peu, et cette division de la Cour suprême est en train de se mettre en place. Et puis il y a le fameux Land Monitoring and Mediation Unit qui est censé aider Clancy Ormond et ses camarades, que tu craignais ne demeure un éléphant blanc. Eh bien, cette année, il a été doté d'un budget de 50 millions de roupies. Il a désormais son équipe, une équipe d'arpenteurs, de juristes, pour assister ceux qui réclament justice, mais je dois admettre que les problèmes juridiques, et il y a de nombreux juristes parmi nous, soulevés par ces réclamations de repossession de terres après des décennies pendant lesquelles ces terres ont appartenu à d'autres, posent de multiples problèmes dans l'état actuel de notre droit civil. Mais il n'empêche que cet ouvrage va sans doute beaucoup vous intéresser, et je souhaiterais terminer en formant, je forme le vœu que Jean-Claude continuera. Tu m'écoutes là, Jean-Claude? Je dis que j'espère que tu vas continuer à nous étonner, à nous ravir, en écrivant encore et encore à propos de tout ce qui excite la curiosité, et en se faisant nous instruire et nous interpeller, et nous pousser à l'action. Je forme le vœu aussi que vous, mesdames et messieurs, pour terminer cette année qui a été franchement horrible, qui nous a apporté la Covid et puis le Wakasho, qui a occasionné une psychose sociale
comme nous n'en avons pas connu sans doute depuis la Grande Guerre, eh bien qu'à la fin de cette année, vous puissiez passer un moment intéressant, comme moi, à lire Jean-Claude de Lestrac. Merci. Donner à un ministre la parole pour un lancement de livre, il écrit tout de suite un deuxième tome. Alors, Jean-Claude me disait justement, heureusement qu'il n'a pas lu le livre, parce que on passe la soirée carrément. Merci Steve pour cette intervention et pour cette présence tout à fait amicale, dont il est vrai que la culture encourage des trêves de temps en temps. Sans plus tarder, nous appelons l'auteur à nous dire quelques mots, sans lui aussi lui donner la possibilité de refaire le livre carrément et de vous priver des surprises de la lecture. Jean-Claude. Monsieur le Premier ministre adjoint, ministre du Logement et de l'aménagement du territoire, ministre des Terres, en quelque sorte, cher ami Steve, ministre du Tourisme, chers amis, monsieur Kassamouti, monsieur, je te donne du monsieur maintenant, ancien président de la République, les amis anciens vice-présidents Ralph Bundon, Michel de Spéville, notre douanier, monsieur Ahmad Soliman des éditions Le Printemps, distingués invités, mesdames, messieurs. Merci infiniment de rehausser par votre présence nombreuse le lancement de cet ouvrage. Au fait, monsieur Soliman, le 7e, réalisé avec le soutien des éditions Le Printemps. C'est un partenariat qui a été lié, fécond et fidèle, et qui m'a permis, au fil des années, de toucher des milliers de lecteurs. C'est une immense satisfaction, car un bon livre est un livre qui est lu. Merci à vous, monsieur Soliman. Je pense que j'ai dû raconter cette histoire que la fois dernière ici. J'espère ne pas me trouver dans la situation de cet auteur qui se rend au Salon du Livre à Paris, qui s'installe dans un salon et qui attend que les visiteurs viennent le voir, lui demander dédicaces, autographes, etc. Il attend longtemps. Personne ne vient. Et il décide de partir, il quitte le salon, il se promène dans les allées du salon. Il tombe sur quelqu'un qui lui dit « Mais vous, je crois vous connaître ». Il est surpris. Il dit « Oui ». Il dit « Vous n'êtes pas monsieur un tel auteur de tel livre ?» Il dit « Oui, parfaitement ». Il dit « J'ai acheté votre livre ». Et l'auteur dit « Ah, c'est donc vous ». Merci à tous, merci l'ami Finlay pour cette présentation généreuse et avisée. Je dis avisée parce que je reconnais le lecteur avide et critique que tu es, l'analyste littéraire de Dimanche Culture, l'animateur qui se permet de tutoyer tous les écrivains de la planète chaque dimanche. Merci à Géraldine et à Vinache pour ces lectures bien senties des extraits de la belle préface d'Ananda Devi et de l'épilogue qui résume bien, je pense, le sens, la démarche et la tonalité de ce livre. À Vinache, je ne savais pas que j'avais fait un livre savant compliqué autant que ça.
Merci. Je vais devoir étudier ton texte. Pour savoir qu'est-ce que j'ai écrit effectivement. Merci au Premier ministre adjoint. J'ai souvenir effectivement de l'ancien ministre de l'Éducation qui avait lancé mon livre, le premier, et c'est le seul ministre qui a permis à un livre d'histoire de mon pays d'entrer dans les bibliothèques scolaires. Son successeur n'en a pas voulu. Et enfant de grâce, j'espère qu'on peut les trouver toujours, a fait son entrée à l'école primaire grâce à l'intervention du ministre. Merci à Petrus Mock et à Julien et à toute son équipe qui nous reçoivent. Un livre, vous le savez, de tout ce qui est là, amoureux du livre, est toujours une œuvre collective. Je voudrais donc ce soir adresser mes remerciements particuliers à ceux qui ont participé activement à la réalisation de cet ouvrage. Pour la partie documentaire, on l'a dit, il y a eu effectivement un énorme travail de recherche. Ce sont de longues heures quotidiennes à la Bibliothèque nationale pendant plusieurs mois. Cette tâche ingrate a été assurée par deux chercheuses, Valida Chadien dans un premier temps et Elena Laridon par la suite. Je leur réitère ici toute ma gratitude. Pour la forme, nous devons la belle conception graphique de l'ouvrage au professionnalisme de Ali Wright, le tout nouveau studio d'Oriane Cavallo de l'Estrade. S'il vous plaît. C'est en effet du beau travail. La réalisation est de Chamboli, de Daniel Marie. Les très belles photos, filmées, vous l'a dit, sont de vue du ciel, sont de Pierre Argot, mais je viens d'apprendre que pas seulement de Pierre Argot, y compris de notre ami Jean-Claude Audrey, ici présent, photographe malgré lui, en l'occurrence. L'impression est de caractère limité. Une vieille connaissance de mes années heureux à la Sentinelle. J'adresse donc mes félicitations et mes remerciements à tous ces partenaires de qualité. Et chers amis, je vous invite, à l'image d'Ananda Devi, préfacière bouleversante et prophétique, d'entrer dans ce livre qui parle de vous, qui parle de nous, de notre terre commune. La terre qui a façonné notre destin, le terreau de nos identités multiples, la terre de nos fantasmes de possession, de nos mythes de dépossession, de nos légendes, de nos querelles territoriales incessantes, mais en même temps, la terre de notre commune ambition, terre d'exil devenue terre natale, terre de solidarités improbables et d'un vivre ensemble proprement miraculeux. Depuis une trentaine d'années, au bout de la dizaine d'ouvrages qui m'ont mené à labourer l'histoire de notre pays, j'en viens à penser que l'élément le plus constitutif de la nation, celui qui exprime le mieux nos grandes réussites,
comme nos injustices les plus intolérables, nos progrès les plus spectaculaires, comme nos préjugés les plus imbéciles, tiennent de notre rapport quasi charnel à la terre. Et vous verrez dans ces pages combien notre histoire de peuplement, comme l'a rappelé le ministre, est fondée sur l'accès aux terres. Providentielle pour les premiers habitants blancs venus de France, bénéficiaires de concessions, mais à condition, disait la première constitution de l'Île-de-France, de préserver la distance des couleurs et de ne pas souiller le sang français. Terre niée aussi à ceux venus de Madagascar et l'Afrique du Mozambique notamment, parce que noirs, en vertu du code noir en vigueur, je cite, aucune personne de couleur noire ou métisse ne peut obtenir une concession ou une donation de terrain. Mais il n'en sera pas de même plus tard pour les émigrés venus de l'Inde labourer les champs des grands propriétaires terriens. Cette hiérarchie de possession et de non-possession qui nous vient de loin est la principale explication de la difficulté de vivre d'une partie de la population, éternelle squatter. Vous lirez donc une histoire à double volet. La formidable ascension des héritiers des émigrés du billard, qui à force de sacrifices et de sueur, certes, mais aussi de la bienveillance patronale, d'une bienveillance intéressée, vont devenir en si peu de temps propriétaires, comme cela l'a été rappelé, de presque la moitié des terres cultivables du pays. Une épopée de déracinement douloureux, devenue une histoire d'enracinement glorieux. Et vous verrez aussi, c'est le déshonneur de la nation, la perdurance des stigmates de nos éternelles années de la terre, les déracinés aujourd'hui encore en manque de reconnaissance, incompris et insupportés par les nouveaux seigneurs de la terre, fussent-ils les petits féodaux de la ruralité. Cet art social, la survivance de ces injustices anciennes ne doivent pas, cependant, ne peuvent occulter ce que ce livre démontre en définitive. La construction d'une nation nouvelle, construite par vagues successives d'immigrés de cultures différentes qui s'assemblent sur une même terre étroite, assemblage hétérogène et mal proportionné, mais qui parvient malgré tout à vivre ensemble. Un exemple rare au monde d'une gestion de la diversité apaisée, combien même imparfaite. C'est dire que j'ai le sentiment d'avoir fait effectivement un livre utile. Le ministre l'a dit en écoutant tout à l'heure, je ne sais pas si je vais réserver pour ma biographie ou mon obituaire. Mais vous pourrez faire les deux. Oui, je pense que ce livre est utile. Je pense qu'il vous ouvrira des portes, en tout cas certains d'entre vous. De toute façon, c'est le lecteur qui juge. J'espère qu'il trouvera autant de raisons d'aimer notre terre que j'ai trouvé à dire sa beauté, parfois sa fragilité. Le poète, c'est une poétesse, en réalité belge, qui dit, je la cite,
Si les mots étaient des baisers, je câlinerais la terre de ma plume. C'est joli, c'est joliment dit. Mais j'espère surtout que nous nous souviendrons tous que, comme dit le sage, la terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. Merci de votre attention.